Bienvenue à la conférence gratuite sur comment éviter le burn-out familial en période de confinement. Je vais me présenter d'abord. Je suis Maura Robin, psychologue clinicienne ici à Verrières-le-Buisson. Alors, je travaille en cabinet avec des adultes, mais je travaille aussi dans une structure d'accueil parents-enfants où je propose des consultations pour des parents en difficulté avec leurs enfants. Je travaille aussi dans les crèches. Depuis pas mal de semaines maintenant, vous êtes comme moi en confinement. C'est pas toujours facile, particulièrement pour les personnes qui sont seules et pour les familles, pour les parents, pour les enfants. Et c'est pour ça que la mairie de Verrières a décidé de proposer cette conférence ce soir pour vous aider à traverser cette période plus sereinement et pour prévenir, pour prévenir de l'épuisement et du burn-out des parents. Juste pour info, les incidences de violences intrafamiliales en région parisienne ont augmenté de plus de 36% depuis le début de la confinement. Donc, c'est vraiment une question importante d'aider les familles dans cette situation. Donc, aujourd'hui, l'ordre du jour, on va parler du burn-out parental. C'est quoi déjà et comment on peut traverser cette période plus sereinement. Éventuellement, si on a le temps, des techniques pour les parents qui sont sous haute tension. Donc, avant, en guise d'entrer en matière, on va dire, je vais vous montrer un petit vidéo que je trouve particulièrement parlant. Donc, on va discuter après. One second. Sure. Sorry. 2 minutes. Thank you. Good afternoon. Sorry about that. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Yeah, of course, yeah. Okay, Yeah. so like no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not that's possible. crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life no vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. There's time to sleep or, Oh, no time to sleep. yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes, No, that's inhumane. That's very insane. the meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No.
Nobody's doing it for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Moms. That's awesome. Yeah. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. Awesome. She's awesome. Donc, vous avez vu, vous avez compris. Être un parent, c'est un travail exigeant et dont on ne peut jamais démissionner. Donc, une autre façon de voir le fait d'être parent, c'est un subtil équilibre entre des stresseurs et des ressources. Le stress, dans la parentalité ordinaire, il y a des stresseurs en rouge là qui sont compensés par des ressources. Donc, les ressources et les stresseurs peuvent être de nature différente. Par exemple, les stresseurs personnels, ça peut être, par exemple, un parent qui souffre d'anxiété ou de la dépression. Ça peut être un parent qui souffre d'une maladie. Donc, des stresseurs familiaux, ça peut être des conflits conjugaux, par exemple. Ça peut être aussi des maladies dans la famille, des situations compliquées dans la famille. Lié à la relation avec l'enfant, on peut avoir un enfant qui a des troubles de comportement, qui a des troubles d'apprentissage. Ça ajoute beaucoup de stress sur les parents d'avoir un enfant qui a des troubles d'apprentissage, des difficultés à l'école. Et il y a aussi des stresseurs qui sont situationnels, sociaux, par exemple, passer par une période de chômage ou avoir des problèmes d'habitation, de logement. Donc, toutes ces choses peuvent être des stresseurs. Et sur l'autre côté, on a les ressources personnelles. Peut-être on a une bonne relation avec son enfant, une bonne relation avec son partenaire. Peut-être on a une famille grandie, élargie, qui est soutenante, qui est très présente. Voilà, il y a des ressources et normalement qui compensent les stresseurs dans une parentalité ordinaire. Donc, du stress parental, comment on va à l'épuisement et au burn-out parental? Quand cet déséquilibre, quand les stresseurs parentaux deviennent vraiment pesants et lourds, et il n'y a pas assez de ressources pour les compenser et que ça perdure trop longtemps. Donc, c'est là où on est vraiment à risque à un burn-out parental. Donc là, je donne un témoignage juste pour vous montrer les expériences d'un parent en burn-out. J'étais épuisée. J'étais juste incapable de répondre aux demandes et sollicitations de mon enfant. Je pleurais de fatigue. J'étais juste épuisée. Je me réveillais avec zéro énergie et le moindre petit truc de quotidien était hyper difficile. Rien que d'imaginer ce qu'on allait manger le soir, c'était une montagne. La moindre chose à faire me demandait vraiment trop d'énergie et je n'en avais plus. Vraiment plus. J'étais juste en mode survie. Donc ça, c'est Elisabeth, maman de 2 enfants. Donc on voit en première ligne là
le symptôme d'épuisement physique et émotionnel en lien direct avec le rôle du parent. Donc, après, deuxièmement, c'est la saturation. Pouf, elles vont se chamailler et elles vont crier 500 000 fois « Maman, 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 j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça ». Ce ne sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes. Mais ce mot « maman », je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit « maman », c'est le plus beau jour de votre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. C'est Violette, maman de 2 enfants. Et donc là, on voit les 2 autres symptômes d'un burn-out parental, la distanciation émotionnelle avec ses enfants. C'est-à-dire que on met de la distance parce qu'on est trop en souffrance. Et une saturation et une perte de plaisir d'être parent. Et cela, et ces symptômes-là sont vraiment en contraste avec ce qu'on était en tant que parent avant. Donc c'est ça vraiment la différence, parce que il peut y avoir des situations de négligence, de problèmes relationnels parents-enfants qui durent depuis très 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 longtemps. C'est pas la même chose qu'un burn-out parental. Dans un burn-out parental, les parents d'ailleurs sont souvent extrêmement investis dans leur famille. Ils ont fait des sacrifices pour leur famille. Donc, c'est d'autant plus douloureux pour eux de se rendre compte que justement, il y a cette distanciation et cette perte de plaisir. Donc, c'est vraiment quand il y a un contraste avec ce qu'on ressentait par rapport à notre rôle de parent d'avant. Donc, aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec le confinement, dans notre équilibre parental entre les stresseurs et les ressources, les stresseurs sont devenus beaucoup plus nombreux et les ressources sont plus du tout, les ressources extérieures sont plus présentes. Donc, entre les devoirs qui sont à faire à la maison et on ne sait pas s'il va y avoir de contrôle ou pas, il y a la promiscuité entre les enfants, donc beaucoup plus de disputes entre les enfants, beaucoup plus de sollicitations des enfants. Les enfants eux-mêmes sont plus nerveux, plus difficiles, plus opposants. On a les écrans, le problème des écrans qui est multiplié parce que à longueur de journée, ils vont avoir tendance à passer beaucoup plus de temps sur les jeux vidéo, les écrans, c'est qui rendent un peu dingue les parents. En plus, il y a les tâches ménagères, il y a 3-4 repas à faire par jour qu'il n'y avait pas avant, il y a toutes les tâches domestiques à faire, donc, et on ne peut pas échapper. Donc, toutes nos ressources à l'extérieur, il n'y a pas l'école, il n'y a pas les activités sportives, toutes ces ressources qu'en fait, finalement, peut-être on les sous-estime, en fait, mais ils comptent pas beaucoup dans l'équilibre de la vie de la famille. Donc, il y a aussi les amis qui sont pas, on ne peut pas voir les amis, les grands-parents sont pas disponibles, le babysitting, on ne peut pas sortir. Si on a une aide ménagère, on n'a probablement plus. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus un risque d'épuisement dans ces circonstances. Et cela dans un contexte culturel individualiste. Alors, ce que ça veut dire ça, c'est qu'on n'a pas du tout l'habitude de vivre comme ça. je vous dis une évidence, mais on a l'habitude justement d'avoir ces ressources extérieures, on a l'habitude de pouvoir changer les idées, parfois respirer un peu au travail. On a nos activités sportives, de loisirs, nos échappatoires aussi. Donc, on a l'habitude dans notre société de pouvoir faire des choses pour soi. Et aujourd'hui, on nous demande de tout sacrifier pour
raison un peu abstraite de cette coronavirus, pour une raison commune pour le bien de tout le monde, qui est un peu abstrait et un peu, voilà, c'est pas dans nos habitudes. Donc, si il y a une restauration de l'équilibre via l'allègement des stresseurs, et qu'on peut rajouter les ressources, bah, il y a un maintien du bien-être parental. Par contre, si ça perdure, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça perdure, il y a un risque de burn-out. Et les conséquences du burn-out parental sont assez graves. Sur le parent lui-même, en première ligne, bah, c'est un parent qui est beaucoup plus irritable, beaucoup plus réactive. Il peut y avoir des problèmes de santé, peut somatiser, des douleurs dans le dos. On peut aussi voir une augmentation des comportements d'addiction, manger beaucoup plus, boire de l'alcool, etc. Et des idées suicidaires et des envies de tout plaquer. En fait, il y a beaucoup plus de ces genres d'idées dans le burn-out parental qu'il y a dans le burn-out professionnel. Le risque est beaucoup plus fort. On pense parce que justement, on ne peut pas démissionner comme on peut au travail, on ne peut pas changer de travail, on est bien obligé de rester, et cette contrainte et cette pression peut être énorme sur le parent en difficulté. Sur le couple, les effets, bah, c'est évidemment beaucoup plus de conflits dus à l'irritabilité, à la fatigue. Il y a aussi plus de passage à l'acte d'adultère quand il y a burn-out. Peut y avoir de la violence dans le couple et des divorces aussi. Et sur l'enfant, finalement, bon, on a parlé de cette distanciation émotionnelle. Ça peut mener à la négligence des enfants, des parents qui restent au lit, qui ne peuvent pas sortir du lit. Ça peut amener à de la négligence physique et à de la violence physique et verbale. Donc, comme vous voyez, le tableau il est assez grave quand même. Et là, on voit un exemple encore de témoignage. J'avais vraiment des crises de colère très intenses. C'est un parent, c'est Elisabeth, maman de 2 enfants, qui avait des crises de colère très intenses à l'égard de sa première fille, que je ne supportais plus en fait. Ça me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs. Et du coup, oui, j'avais vraiment des hurlements hystériques, très violents. Une violence verbale très forte. J'essayais très fort de lutter contre la violence physique, mais il m'est arrivé d'avoir envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste. Or, la sieste, j'y tenais. Ce n'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Du coup, je l'avais mis dans son lit. Sa tête avait heurté le bord du lit et elle s'est mise à pleurer. Et là, j'avais vraiment eu envie. J'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. C'est à ces moments-là que j'ai consulté un psy. Parce que je me suis dit, là, je ne peux pas. Je mets en danger les enfants. Donc, vous voyez que c'est un escalade très dangereux. Donc, comment traverser cette période de confinement, comme j'ai dit, qui est vraiment à fort risque d'un burn-out, plus sereinement? Bah, il faut essayer de rééquilibrer la balance. Il faut essayer d'ajouter des ressources et d'enlever des stresseurs. Alors comment? Il y a 2 process possibles. D'abord, il faut identifier les éléments sur lesquels on peut agir. Comment on peut renforcer ou ajouter des ressources aujourd'hui? Et comment on peut éliminer ou réduire les stresseurs? Et la deuxième possibilité, c'est d'identifier les éléments vis-à-vis desquels on doit faire une démarche d'acceptation active. Il est clair qu'aujourd'hui, pendant le confinement, on n'a pas le contrôle sur la situation totale. Donc, il y a des stresseurs qu'on ne peut pas changer.
et des ressources qui ne sont pas accessibles et qui ne seront accessibles. Donc, on ne peut pas sortir, on ne peut pas amener les enfants au parc, on ne peut pas faire appel aux grands-parents, par exemple. Et donc, cette démarche d'acceptation active est vraiment nécessaire pour trouver un paix intérieure aussi. Donc là, je vais faire quelques recommandations pour les parents qui sont en difficulté. Alors d'abord, renoncer à être Superman ou Superwoman. Donc, en ce moment, il y a des parents qui font du télétravail. On n'est pas en situation normale et il est sans doute vain de vouloir maintenir à tout prix l'illusion de la normalité. Donc, qu'il s'agisse de l'école ou du travail, on ne peut pas être à 100% dans son activité professionnelle ou dans l'activité à l'école, par exemple. Si on est déjà à 50%, c'est déjà très, très bien. Donc, forcément aussi, avec la promiscuité, il va y avoir des moments de tension. Il va y avoir plus d'irritabilité et avec ça, plus d'opposition et de défiance des enfants. C'est normal, on est dans une situation exceptionnelle et du coup, il faut en tenir compte, accepter que tout ne soit pas comme d'habitude, que tout ne soit pas parfait. Alors, j'aime bien cette deuxième diapo. J'ai utilisé les petites affiches qui sont dans les avions pour vous montrer qu'il est impératif d'occuper de vous d'abord avant de vous occuper de votre enfant. Donc, comme on met le masque à oxygène sur soi dans l'avion avant de le mettre sur son enfant, on fait la même chose pendant cette période de confinement. Il faut vraiment s'occuper de soi pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour occuper de son enfant. Si vous êtes stressé, si vous accordez pas du temps pour vous, vous allez être davantage plus fatigué, plus irritable et vous allez être beaucoup plus réactif au comportement des enfants. Donc, prenez du temps pour vous détendre. Alors, ça peut être faire du sport, ça peut être lire, ça peut être faire de la méditation, ça peut être de prendre un bain, de faire un tour dehors si on peut. Tout ce qu'on peut, même s'échapper dans sa chambre de temps en temps dans le calme, mais de s'accorder du temps. Et pourquoi pas s'accorder du temps pour faire quelque chose qu'on a toujours voulu essayer, toujours voulu faire pour soi. Donc ça, c'est vraiment très, très important que vous vous occupez de vous avant d'épuiser toutes vos ressources. Alors, le troisième point, c'est l'importance du soutien entre les partenaires. Donc, et de témoigner de reconnaissance verbalement et par des petites attentions pour l'autre parent. En plus, pour ceux entre vous qui sont seuls ou l'autre parent travaille, par exemple, c'est important de ne pas sous-estimer le stress du parent qui reste à la maison avec les enfants. Donc, la communication va être vraiment très importante pendant cette période entre les partenaires pour pouvoir s'exprimer à l'autre ses besoins et de trouver des solutions constructives. Donc, l'échange et la cohérence entre les parents est un élément indispensable dans la communication et les gestions aussi des comportements des enfants au quotidien. Une incohérence parentale est une cause de comportement d'opposition et de défiance parmi les enfants.
si vous avez beaucoup d'opposition et de défiance avec vos enfants, regardez un petit peu la communication dans le couple. C'est souvent là où on peut trouver des solutions. Donc, et évidemment aussi, l'incohérence parentale est générateur de conflits dans le couple. Et de conflits dans le couple fait de l'opposition chez les enfants. Donc, on est dans un espèce de cercle vicieux. Ensuite, alors, privilégier la qualité à la quantité. Donc, c'est important de passer du temps avec son enfant pendant ce confinement. Mais vous n'avez pas besoin de tout le temps faire tout ensemble. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, également besoin d'un temps pour vous, pour un temps de repos, un temps d'intimité, tout simplement. Et en prenant ce temps pour vous, vous prenez soin de vos ressources et vous êtes plus disponible pour les enfants. Donc, c'est important que le temps que vous accordez aux enfants soit de temps de qualité, que vous prenez du plaisir et que l'enfant prend du plaisir. Et il est inutile de se sacrifier pour faire avec des enfants des activités qu'on déteste. C'est vraiment contre-productif. Donc, passer du temps avec son enfant pour lui aussi, dans les activités qu'il aime. Alors, tous les enfants sont différents. Il y a des enfants qui vont apprécier de faire des jeux de société, qui vont aimer colorier ou dessiner, ou de parler de leurs petits Pokémon, ou de faire du sport avec papa ou maman. Moi, je cours régulièrement et je vois pas mal de parents qui courent avec leurs enfants. Donc voilà, une activité en tout cas qui fait plaisir à vous et à votre enfant. C'est le meilleur choix. Alors, passer du temps avec votre enfant, c'est un préalable pour pouvoir faire des demandes aux enfants après. Donc, ça veut dire qu'avant, là en ce moment, quand on est en confinement, on est en fait beaucoup plus en demande envers nos enfants de nous aider, de participer, etc. à la maison. Mais il faut se souvenir que c'est important pour eux d'avoir un temps de plaisir avec le parent avant de pouvoir, en fait c'est un peu comme remplir leur moteur de diesel avant de pouvoir démarrer. Donc c'est une préalable aux demandes. Donc si vous faites beaucoup de demandes sans passer ce temps envers les enfants, vous ne seriez pas étonnant d'avoir d'opposition. Donc, quelques petites astuces sur cette question. Évitez de commencer la journée par relever vos mails ou regarder les réseaux sociaux. Avant de vous mettre au télétravail, vous pouvez prendre un quart d'heure pour parler avec votre enfant ou pour faire une activité avec votre enfant. Ça fait toute la différence de commencer la journée avec un petit moment ensemble comme ça. Vous pouvez alterner les temps de télétravail ou de ménage avec des moments, avec des pauses de jeu. Et pas nécessairement les devoirs quand c'est les pauses ou des jeux pédagogiques, comme on dit. Ça ne prend pas forcément longtemps, ça ne demande pas forcément du matériel, mais ça leur permet d'être plus, d'accepter plus nos demandes après. Donc, passer du temps avec son enfant permet ensuite de lui faire des demandes et pas l'inverse. C'est vraiment l'erreur principale de majorité des parents. Passer du temps avec son enfant permet d'améliorer la réponse à vos demandes. Alors, vos demandes, c'est quoi? Ça peut être d'attendre 1 heure parce que vous avez un télétravail à faire, un appel à faire, d'attendre 1 heure. Ça peut être de mettre la table ou de vous aider à préparer le repas ou de faire ses devoirs. Donc, aussi, dans vos demandes, n'hésitez pas à faire vos demandes à proximité de l'enfant. Donc, ça vaut le coup, au lieu de crier 5 fois sur la même chose, d'aller à côté, d'avoir le regard de l'enfant et
c'est beaucoup plus efficace et ça prend moins de temps. Passer du temps avec son enfant ne peut pas être la carotte au bout d'une journée sans conflit. C'est intenable. Donc ça, encore une fois, c'est cette idée de mettre le temps avec les enfants, le plaisir, plus tôt dans la journée que plus tard. Moi, je suis d'avis que si on a mis un enfant au monde, on peut lui accorder de nos 24 heures de la journée, on doit pouvoir lui accorder 1 heure. Je pense que 1 heure, c'est vraiment pas beaucoup dans une journée à accorder à un enfant. Mais ça, c'est mon avis. Alors, prochain point, structurer les journées de vos enfants. Alors, cette idée-là est vraiment aussi très, très importante pour alléger votre charge mentale. Ça va aider les enfants, ça va aider les parents. Moi, je l'ai expérimenté moi-même et même avec des ados. Et ça marche très, très bien. J'étais un petit peu hésitant au début, me disant ça va être trop régimental, mais en fait, c'est vraiment super. Donc, on alterne les activités physiques, les activités détente, créatives. Et on fait cette planning ensemble aussi avec eux pour qu'ils soient plus acteurs, qu'ils participent et qu'ils sentent que ce n'est pas imposé. Donc, on construit notre agenda familial avec les activités. On fait des horaires régulières de coucher, du lever. Comme vous savez, ceux d'entre vous, si vous avez des ados, ils ont envie de rester debout très tard et de se lever très tard. Donc, ça peut vraiment avoir un effet sur le sommeil et après dans la journée sur la qualité de le réveil. Donc, vraiment d'avoir une structure dans la journée comme ça permet de favoriser un bon sommeil, d'avoir un temps d'éveil plus productif, de sécuriser. Ça a vraiment un effet sécurisant de tout le monde. On sait exactement ce qu'on va faire. On n'a pas besoin, quand je disais que ça allège le charge mentale, on n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ou qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Il y a déjà le planning, on sait ce qui est prévu. Voilà, donc ça a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages. Donc, c'est bien sûr important de prévoir dans cette planning, on va dire, du bon temps ensemble. De faire les choses aussi à des moments pareils tous les jours. C'est-à-dire qu'on regarde telle émission, tout le monde regarde telle émission toujours aux mêmes heures. Où on fait les jeux toujours à telle heure. Donc, ça permet aussi de combattre le phénomène de l'ennui. J'imagine, surtout avec des jeunes enfants, que vous avez probablement des enfants qui viennent vous dire je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, je m'ennuie, etc. Donc, juste, je vais prendre un petit séquence pour parler de l'ennui. L'ennui est normal et pas forcément que négatif pour l'enfant. C'est bien pour les enfants de vivre un petit peu d'ennui. Ça stimule leur créativité. Mes ados là, j'ai rigolé cette semaine et ils avaient, c'est des joueurs de foot. Ils sont très très frustrés de ne pas pouvoir aller jouer dehors au foot, donc jouer au parc. Et je les ai vus l'autre jour, ils ont trouvé un ballon de foot, mais vraiment pour les très jeunes enfants, léger. Ils ont trouvé dans le garage pour jouer au tennis, les raquettes. Et ils ont inventé un jeu avec le ballon de foot et les raquettes. Et là, je remarque qu'ils jouent énormément à ces jeux et je pense que c'est parce que c'est eux qui l'ont inventé, c'est leur truc et du coup, ça les plaît beaucoup plus que
que d'autres jeux, quoi. Donc, l'ennui n'est pas toujours quelque chose de négatif. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand votre enfant vient vous dire je ne sais pas quoi faire, etc., de ne pas tout de suite l'envoyer sur les ronces, je pense on dit envoyer, en français, envoyer sur les ronces. C'est-à-dire qu'il est quand même, il n'est pas bien quand il dit ça. Et ce sera mieux juste d'essayer de l'aider à trouver une petite idée de ce qu'il pourrait faire. Alors comment on peut trouver des idées? On peut lui partager ce que nous on faisait à son âge quand on s'ennuyait. Il y a des parents qui créent avec leurs enfants une petite boîte d'activités pour l'ennui et du coup on pioche. On ne sait jamais ce qu'on va retirer. On pioche une petite activité qu'il peut faire pendant les moments d'ennui. Ça peut être aussi, cette petite boîte à activités peut être aussi très utile quand il y a le télétravail du parent qui a besoin de ne pas être interrompu pendant 1 heure. Il peut lui dire à son enfant de piocher. Donc, ça favorise son autonomie. Voilà, donc je peux vous conseiller très fortement de mettre en place un planning qui est visible pour tout le monde, où tout le monde est d'accord, mais par contre l'appliquer. Parce que je peux vous dire que les ados, le réveil le matin, c'est pas toujours facile et il faut quand même il faut être là pour le rappeler et pour faire que ça soit appliqué. Mais je vois que tout le monde est beaucoup plus serein depuis. Voilà. Après, mais évidemment aussi, laissez-vous vivre certains jours. Le week-end ou à certains jours, voilà, vous pouvez vous laisser aller à regarder la télé ou à avoir des exceptions à la routine. Donc, c'est important aussi de se laisser de la liberté. Alors, un autre conseil, c'est mettez vos enfants à contribution. Donc, c'est vraiment une belle occasion de développer l'entraide et la collaboration au sein de la famille. Donc, vous pouvez répartir les tâches quotidiennes, le repas, le ménage, vaisselle, les poubelles. Moi, j'ai appris à mon fils à faire le repassage. Et donc ensuite, quand il voulait faire il faisait des masques, il était très content parce qu'il pouvait repasser ses tissus pour faire ses masques, etc. Donc, c'est vraiment une occasion de développer leur autonomie. Donc, c'est important que les parents participent aussi. Et par rapport au ménage, c'est pas mal de le faire tous ensemble. Ça les aide un peu quand il y a du monde, quand c'est une activité en groupe, que tout le monde donne un coup de main pour nettoyer la maison. Donc, par exemple, vous pouvez aussi demander aux ados de faire tout un repas. Les miens sont très forts en pizza. Pour les plus jeunes, ça peut être l'entrée. C'est important de ne pas faire un devoir de cette activité, mais comme une participation qui est utile à la famille. On est tous ensemble, on est tous équipes pour traverser cette période difficile. Il ne faut pas hésiter à expliquer aux enfants que pour nous aussi c'est compliqué et que les choses sont, on essaye de mettre des structures, on essaye de mettre des choses en place pour que ça soit bien pour tout le monde, qu'on ne s'ennuie pas, et que personne, qu'il n'y a pas une personne qui se fatigue trop, etc. Donc, et par rapport aux tâches, juste on peut faire tourner les tâches d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre parce que ça peut être cause de conflits aussi, quand un tel fait toujours, je ne sais pas, le vacuum et c'est plus facile, etc. Donc, on peut faire tourner les tâches aussi. Alors, faire preuve de souplesse. Donc, c'est mieux d'éviter d'entrer en guerre avec ses enfants durant cette période. Parce qu'il n'y a pas vraiment, si on est en totale guerre et en froid avec les enfants, ça ne va pas être agréable pour personne.
Donc, je pense que tous les parents aujourd'hui, on assouplit certaines règles. L'accès aux écrans, on n'a peut-être pas les mêmes obligations qu'on avait avant le confinement. Mais on peut aussi instaurer d'autres règles. Ce qui est important, c'est de communiquer sur les règles et de les adapter, parce que moi aussi j'ai eu cette expérience où voilà, j'ai mis en place certaines règles, mais j'ai vu que ben voilà, c'était peut-être pas voilà, il y avait un visioconférence pour l'école, donc j'avais prévu autre chose, donc voilà, il fallait s'adapter. Donc, c'est important de communiquer. C'est pas parce qu'on fait un peu un planning ou des règles un jour qu'on peut pas se revoir quelques jours plus tard pour l'adapter, parce qu'on se rend compte que voilà, qu'il faut. Alors, éviter de rentrer en guerre avec les enfants. Donc, comme vous savez tous, face à l'opposition de notre enfant, nous pouvons facilement trouver dans un rapport de force. Et vous savez tous à quel point les enfants peuvent tenir tête dans ce genre de choses. Donc, on peut essayer d'éviter de se retrouver dans ce genre de situation parce que lui, il va aller jusqu'au bout, il ne va pas penser aux conséquences, il va tenir à s'affirmer. Et nous, on va tenir comment dire, à être le bon parent et à ne pas céder. Donc, c'est vraiment essayer d'éviter de se trouver dans ce genre de situation que je sais n'est pas toujours facile. Choisissez vos combats. Donc, décidez avec votre partenaire les comportements inadmissibles. En ce moment, je pense si on en a 3, c'est déjà bien, comportements inadmissibles. Et après, entre les comportements difficiles à supporter et supportables, voilà, on essaye de peut-être laisser passer certaines choses qu'auparavant, on était plus exigeant pour éviter un peu avoir des combats à longueur de journée, quoi. Et quand vous sentez que vous débordez, il va y avoir des moments difficiles, très très difficiles pour chacun. Je pense que vous avez déjà eu des moments où le moutarde monte au nez. Donc, quand vous sentez que vous allez vous déborder, vous pouvez sortir de la pièce, aller dehors si vous pouvez, sur le jardin, respirer. Il y a voilà, des petites techniques de boire de l'eau, de mettre de la musique. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour essayer de retrouver son calme. Et si vous étouffez réellement et que vous ne savez plus comment faire pour ne pas passer à l'acte, vous pouvez toujours appeler un psychologue. Donc, en conclusion, je dirais, je pense que j'ai 6 points principaux. Prenez soin de vous et de votre sécurité affective. C'est très important de vous occuper de vous. Assouplir les règles, les exigences ou les exigences. La priorité aujourd'hui est votre santé et celle de votre famille. C'est vraiment ça. Et on est dans une situation voilà, extrêmement difficile. On peut le vivre de différentes manières, ça c'est sûr, mais pour certaines personnes, ça peut être très difficile. Donc, la priorité, c'est la santé psychologique, physique. Donc, la reste, ça vient après. Passer du temps avec son enfant. Passer du temps avec son enfant, du temps de qualité, pas tout le temps, mais un certain temps. Et n'oublie pas de vérifier si on a mis le diesel avant de commencer la voiture. C'est-à-dire, est-ce qu'on a passé du temps? Est-ce qu'on a rempli le réservoir de l'enfant de bons moments pour pouvoir ensuite exiger ce qu'on lui demande? Structurer les journées. J'en ai parlé longuement sur ça, sur l'importance. C'est vraiment très,
Ça aide vraiment beaucoup. Choisissez vos combats et relevez le défi de ce confinement en équipe. Vous pouvez présenter ça à vos enfants comme un challenge, comme un défi. Tout le monde les enfants sont au courant que c'est un moment exceptionnel et difficile pour tout le monde. Et on doit tous participer à relever le défi. Et donc, ça nous permet de mettre en place des choses que peut-être on n'avait pas en place avant. Mais c'est une occasion aussi, comme je vous ai dit, de changer un peu, d'ajouter aussi d'autres manières d'être avec les enfants, de gérer les enfants qu'on avait auparavant. Donc voilà, je vois qu'on a 10 minutes qui restent. Je vais aller voir un peu si vous avez des questions. Vous pouvez mettre des questions dans le chat et je vais voir. Je vais juste aller voir là. Merci à vous. Est-ce que c'est normal d'avoir l'idée de tuer son enfant lors d'un moment de colère? Normal, c'est très fréquent, oui. La colère peut monter très haut et comme vous avez dit, vous dans le témoignage, oui, on peut avoir des moments où on a envie de tuer son enfant. Après, il y a une différence évidemment entre l'envie de tuer et le passage à l'acte. Si après on passe dans la violence et que on est blessant verbalement, physiquement, on a peut-être besoin de trouver d'autres façons pour gérer ses émotions, aussi d'autres façons pour comprendre ce qui se passe chez son enfant quand il nous met dans cet état comme ça. Parce que beaucoup va dépendre de l'interprétation qu'on donne à son comportement. Donc, il y a des enfants qui sont en opposition et en provocation. Et là, c'est clairement, ils cherchent des limites. Et ça, c'est un sujet qui est un petit peu différent si on a vraiment des enfants qui cherchent en permanence les limites, qui transgressent en permanence. On est plus dans vraiment des troubles de comportement qui sont très fréquents aussi dans les enfants aujourd'hui et où on a besoin probablement d'aide par rapport à ça. Et quand on est dans ce genre de contexte-là, où la dynamique familiale est vraiment très négative, où il peut y avoir passage à violence et tout, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est le parent qui doit changer en fait, en première. J'ai préparé quelques slides que peut-être je vais avoir le temps de vous montrer par rapport à ça. Je vais juste voir. Je reviendrai sur le chat. Oui, il y a juste après que je montre ça pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, oui, enfant avec des comportements difficiles, toujours à transgresser. Donc, le changement, c'est le parent. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la guidance parentale pour aider les parents qui sont vraiment en beaucoup de difficultés. Donc, là, je voulais juste expliquer que dans les pays francophones, c'est l'enfant qui a un trouble. C'est lui qu'on prend en charge et c'est lui qui pose problème souvent. Et beaucoup de psychologues reçoivent les enfants en thérapie pour des problèmes de comportement. Donc, nous mettons la charge du trouble sur les épaules de l'enfant. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte de manière vraiment importante que la prise en charge doit se décentrer de l'enfant et prendre en compte l'ensemble
du système dans lequel il vit. En fait, c'est souvent les parents qui ont besoin d'aide pour savoir comment gérer les comportements de leurs enfants. Et donc, il y a de la guidance parentale qui existe pour aider les parents dans ces situations. Je vais revérifier pour les questions. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Oppo A57 sur le colère? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Peut-être sur le scolaire. Il n'y a personne qui pose des questions sur... Je suis étonnée. Vous êtes tous zen par rapport au scolaire? Ah, attends, alors. Le confinement apporte aussi du bon, tout à fait, car il oblige l'ensemble à avancer. Oui. Les thèmes forts que vous avancez se révèlent dans ma famille monoparentale durant ce confinement. J'ai plus envie de remonter des données positives. Oui, effectivement. C'est vraiment, ça dépend comment on vit cette situation. Vous savez, il y a des gens qui vivent le confinement extrêmement positivement. Hein. Des gens qui aiment bien avoir du temps pour eux, aussi bien qui ne vivent pas du tout, par exemple, la solitude, mais il y a aussi des familles qui vivent très bien aussi ce confinement pour pouvoir avoir plus de temps avec les enfants, jouer plus avec eux, revoir quelques comportements qui sont difficiles, remettre un peu des limites et des règles. Il y a vraiment, chaque famille est différente et le confinement peut vraiment apporter des choses positives aussi. Mais évidemment, moi aussi aujourd'hui, c'est dans le sens de soutenir les parents qui sont éventuellement en difficulté. Donc, mais je pense que les idées que j'apporte ici, on peut toujours apprendre ou ajouter des nouvelles cordes à son arc, comme on dit. Alors, merci pour toutes ces pistes, c'était très clair, merci. Merci à vous. Est-ce que j'ai eu d'autres choses que je voulais... J'attends si vous avez d'autres questions sur l'école, peut-être 2 minutes, il n'y a pas de questions, mais je vais peut-être juste parler un petit peu sur l'école. Première chose, c'est on peut aussi mettre dans le planning le temps scolaire, les activités scolaires dans la structure de la journée, en mettant aussi les heures de récré, où les enfants peuvent faire une pause. On peut aussi mettre pour les enfants quand les parents vont être disponibles pour les aider avec leur travail scolaire. Donc, ou quand il ne faut pas interrompre à tel moment parce qu'on a une réunion. Alors, par rapport aux parents, et je sais qu'il y en a quand même un certain nombre de parents qui ont des enfants qui sont vraiment très en opposition sur le travail scolaire, où c'est très difficile pour eux de se mettre au travail. Alors là, évidemment, le confinement, c'est compliqué parce que voilà, il n'y a pas les mêmes contraintes, il n'y a pas les mêmes situations que dans la classe. Il n'y a pas le professeur aussi pour expliquer. Les parents, bon, on fait comme on peut, mais on est loin d'être professeur. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas entrer, comme j'ai dit, de ne pas entrer dans le rapport de force, gros conflit avec les enfants sur les devoirs. Informer leur professeur de la situation. Et peut-être plutôt comment dire, privilégier d'autres façons de faire les leçons ou par exemple
j'ai eu un parent qui m'a raconté que son enfant avait beaucoup de mal à écrire, à faire les devoirs écrits. Et donc, elle lui faisait raconter. C'était plus facile pour cet enfant de raconter le leçon ou de parler le devoir que de l'écrire. Donc, c'est mieux que rien. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Et comme vous savez, il y a aussi des émissions sur, je pense c'est France Télé, des émissions qu'ils peuvent regarder aussi pour faire un peu de travail scolaire. Il y a aussi des jeux ludiques qu'on peut mettre sur l'ordinateur pour faire un petit peu aussi. Mais comme je vous ai dit, la santé psychologique, la santé de la famille, c'est ce qui prime. L'école va reprendre en quelques semaines normalement. Comme vous savez, les parents, les enfants sont vraiment, il y a des situations très différentes par rapport au travail scolaire, donc il ne faut pas stresser parce qu'on n'est pas à jour dans le travail scolaire. Donc je pense que l'école va être compréhensive de nos situations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pour le scolaire, très difficile. Depuis quelques jours, l'école vient de mettre en place une classe virtuelle. Les enfants s'y mettent enfin, CM2. Sans ce support web, je n'avance pas. Oui, c'est vraiment super. Moi aussi, il y a des cours virtuels. Les enfants, ils sont contents d'assister. Donc, oui, j'espère que les écoles vont mettre encore plus en route parce que c'est vraiment idéal. Merci. Il reste toujours utile de rappeler les fondamentaux, même si je reste un peu sur ma faim. Quant au conseil, mère de 4 ans en bas âge, une famille nombreuse, a un fonctionnement un peu différent. Organisation, travail scolaire, etc. D'accord. Posez une question. Soyez plus précis. Je vais essayer de vous répondre. Eliane, je confirme que le professeur est très compréhensif. Si l'enfant n'est pas assidu, j'ai pu discuter avec l'enseignant qui a su me déstresser. Tout à fait. Bravo. Delphine, bonsoir, merci. Conseil, bonne soirée. D'accord. Donc là, on a passé après 7 heures. Donc, je voulais juste vous dire, remercier à tout le monde d'avoir assisté aux conférences. J'espère que ça vous a apporté des idées pour mieux vivre cet confinement. Je reste à votre disposition. Vous avez l'adresse mail là, de la mairie accompagnement Covid, je ne sais plus quoi. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je serai très contente de vous rappeler si vous voulez pour parler plus précisément de vos difficultés. Voilà, je suis à votre disposition. Donc, je vous remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée.